Dans cette seconde vidéo, Marjorie Keller va nous dire si la criminologie nous permet d'en savoir plus sur les ressorts du passage à l'acte. La criminologie, telle qu'enseignée dans le DU d'Angers, en tout cas, c'est vrai que c'est très orienté scientifique. Il y a une volonté, disons, de se défaire justement de toute la question subjective. Voilà, de façon historique, qui se réfère à tout un tas d'études qui ont été menées à la fois au XIXe siècle, de la part d'Italiens qui ont réfléchi à la suite du darwinisme à l'histoire du criminel né. Est-ce qu'il y a une génétique du criminel? Est-ce que certains sujets, du fait de leur biologie, sont plus susceptibles de passer à l'acte que d'autres? Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'ils aboutissent à une forme de statu quo, quelque part. Il n'y a pas de réponse à ça. Du côté de la génétique, de la biologie du cerveau, aucune. Rien de satisfaisant. En tout cas, ils reviennent toujours sur la question de l'environnement et de la subjectivité. Et finalement, on tombe très rapidement sur un usage de la statistique, voilà, pour essayer de saisir tel trait de personnalité qui correspond à tel crime, et du coup faire des recoupements entre des traits de personnalité qui sont vraiment très génériques, voilà, qui n'ont pas en tout cas pour moi, de pertinence. Sauf à être des grandes valises dans lesquelles on peut ranger tout un tas de sujets. Il y a eu beaucoup de critiques du coup qui ont été faites de la criminologie à ce niveau-là parce que ça amène à des ségrégations de population très larges. Donc bon, avec une idée voilà, que par exemple les gens qui n'ont pas d'entourage familial sont plutôt susceptibles de devenir délinquants. Bon, d'où est-ce que ça vient? Que les gens qui ne sont pas mariés aussi ont statistiquement plus de chances de devenir d'être criminels. Et alors, du coup, de se dire, quand on est célibataire et qu'on n'a plus de famille, qu'est-ce que ça génère? On sait ce que ça a donné dans un certain nombre de situations géographiques dans les villes aussi, de cibler telle population plutôt que telle autre, des biais vraiment de ségrégation du coup qui émergent de la statistique, c'est très clair. On retombe de toutes les manières inévitablement sur la question de l'intention et donc de la volonté d'un sujet. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'un jour, il décide, après 30 ans de fantasme, de tuer sa femme au petit déjeuner, de lui verser de la mort au rat dans ses céréales. Et c'est indécidable. C'est du côté du moment où lui il va décider que c'est terminé le fantasme. Voilà. Qu'il faut aller dans le réel. Et finalement, ça, ils n'ont absolument aucune idée des ressorts de tout cela. Sinon, ils tombent dans des choses qui sont plutôt du côté de la science-fiction, c'est-à-dire, d'ailleurs, ça s'est produit aux États-Unis. On n'est pas très loin de Minority Report et des grands schémas de lecture de la société pour essayer de prédire en fait le crime. Et du coup, de tomber à chaque fois à côté quand même. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle que la criminologie échappe, avec ses efforts scientistes, à attraper quelque chose du côté du passage à l'acte. Et du coup, chacun, c'est vrai, de se demander, au cas par cas, là pour le coup, qu'est-ce qui a fait que ce jour-là, l'insupportable est devenu si fort qu'il a fallu agir? Qu'est-ce qui a fait que il n'y a pas eu d'autre échappatoire que cet acte-là? Donc là, il faut retourner à Lacan et revenir du côté de ce que c'est que le soulagement du passage à l'acte, la question de la pulsion et de la volonté finalement, c'est-à-dire de la décision, du côté de l'intime, l'être qui décide un jour de changer sa vie, de faire un choix qui va retourner l'aider d'une autre manière. Ou les faire se continuer de la même manière par une répétition symptomatique, mais dans tous les cas, une décision. Alors la décision de qui dans le sujet, d'où est-ce qu'elle vient? Est-ce que la pulsion étant acéphale laisse quand même le sujet en demeure de rendre des comptes de cette décision-là? C'est ça qui est intéressant dans la question de la loi, en tout cas, c'est que au-delà évidemment d'un certain degré de folie, il n'y a plus à répondre justement de cette décision-là, puisque la décision, on pourrait dire qu'elle est laissée à l'autre, ou à la psychose, à l'hallucination, à la voix de l'autre qui, lui, intime de faire cette chose-là. Et la décision toute acéphale qu'elle a pu être au moment même de son exécution
demeure dans le champ de sa responsabilité. Et ça c'est impossible de s'en défaire. C'est-à-dire qu'il y a quand même toujours en doublure de l'expérience subjective une expérience éthique qui fait que ça poursuit dans tous les cas son chemin, quoi. Pour autant, après que ce soit évanoui les volutes quelque part de la flambée pulsionnelle, le sujet reste avec son acte sur les bras. Et c'est important que le corps social reconnaisse ça quand même. On voit bien à quel point, lorsqu'il n'y a pas traitement par la loi, lorsqu'il y a non-lieu, lorsque les affaires sont classées sans suite, sans motif, en tout cas énoncé auprès du sujet, à quel point il y a un inachevé qui poursuit sa route et la dette du côté de ceux qu'on va nommer des victimes, mais même des agresseurs, reste latente et quelque part impunie, donc toujours présente, toujours active quelque part. Et bon, c'est probablement insatisfaisant quand même de considérer que ça doit rester là. On voit aussi que ça se transmet aux générations suivantes, enfin, cette dette inachevée, et ça a des effets délétères, me semble-t-il, sur le lien familial, sur le lien social, par ricochet finalement. Donc c'est une question qui devrait vraiment nous préoccuper tous en tant que corps social. D'ailleurs c'est le cas, hein, c'est souvent énoncé politiquement comme étant un sujet de préoccupation, mais à raison, je pense. Comment on traite les conséquences de la psychose au niveau du corps social, qu'est-ce que ça génère du côté des familles, cette folie qui court comme ça, parfois sans être jamais arrêtée par la loi. C'est-à-dire qu'en fait, la responsabilité subjective, évidemment, quand elle est prise en charge par l'individu lui-même, c'est-à-dire quand il se saisit de ce qu'il a fait et qu'il se rend compte par de la culpabilité finalement de son acte, j'ai envie de dire que la loi n'est pas nécessaire, en tout cas dans sa dimension d'impossible, elle n'est pas forcément indispensable. Là où elle devient un outil intéressant, c'est quand elle permet à un sujet de retrouver cette part de lui-même qui lui a échappé.